Bienvenue Alain Meshkroun. Merci pour l'invitation, cher ami. Merci de l'avoir accepté, d'être venu de Rabat. Mais je viendrai plusieurs fois si tu m'invites plusieurs fois. Avec plaisir. Alain Meshkroun, en tout cas, je suis content de vous recevoir. Je rappelle donc que vous êtes vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Oui, qui est un think tank du parti de l'Istiqlal. Et qui a une vocation purement économique. De réflexion, de proposition et de... Réflexion, proposition... Et d'action. De débat. De débat. Donc, ouvrir les débats sur tous les sujets possibles et imaginables. Donc ça tombe très bien parce que tous les jeudis, nous, l'info en face, c'est le débat économique. Et donc d'avoir Alain Meshkroun de l'Alliance des économistes istiqlaliens, qui est le parti, j'allais dire, phare de l'opposition politique. On peut le dire ça. En Voilà. tous les cas, par ses propositions, par ce type d'opposition qu'il mène, avec des propositions, en préparant une alternative pour les élections de 2021, on est au travail. Au travail. En tout cas, on va démarrer le débat avant de rentrer sur le projet de loi de finances 2020, sur le discours de Sa Majesté. Voilà, le discours d'hier soir. Que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, comme d'habitude. Ouais, et vous en pensez quoi, vous ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Sa Majesté, chaque année, revient pour un peu éclairer l'avancement de la problématique des provinces du Sud, qui, sur le plan militaire, ne pose pas de problème, sécurité ne pose pas de problème, le développement est en cours. Sur le niveau diplomatique, on marque des points tous les jours, donc tout cela est positif. Sur un autre point qui est très intéressant à retenir, c'est que Sa Majesté, dans ses prérogatives de stratégie pour le pays, annonce la continuité des grands travaux et il précise un peu la région à laquelle qui devient prioritaire, qui est Agadir, Massa, Souss Massa, en désignant même des projets structurants. Comme la ligne ferroviaire ou les... Oui, et l'autoroute express. L'autoroute, il a dit d'autoroute, donc c'est structurant, ça aussi prépare, ou du moins de ce que je comprends, c'est qu'on ne laisse pas tomber les infrastructures, l'investissement des infrastructures de base, on passe à une autre région, on priorise une autre région, c'est des messages forts, que, évidemment, en espérant que le gouvernement... Qu'on avait besoin d'entendre aujourd'hui ? Oui. Parce qu'on nous parle de morosité. Oui, parce qu'il y a un débat sur le type de croissance tiré par les investissements de base, etc. Est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on décale, etc. Il y a un débat, Sa Majesté cadre la chose et donne une orientation claire et nette et précise du projet. Maintien d'investissement dans les infrastructures. Ça aura probablement aussi une influence sur le prochain débat sur le modèle de développement. Et donc le chef de l'État a également évoqué donc la régionalisation sous ce Massa. Absolument. Voilà, il a l'Afrique également. L'Afrique, il insiste sur l'Afrique. Oui. Gros pavé sur l'Afrique. Gros pavé, et l'Afrique ne disparaît pas de radar stratégique du discours de Sa Majesté. Il insiste sur l'Afrique, il a raison de le faire. Quand il insiste sur l'Afrique, il a surtout insisté, me semble-t-il, à la lecture du discours, sur le positionnement économique, les relations commerciales, les échanges. Le modèle win-win. Il tient au modèle win-win pour réussir ce partenariat avec les pays africains. Et le développement de l'Afrique de demain. Le Maroc veut être partie prenante. Absolument. Absolument, il veut trouver sa place, comme la Chine essaie de trouver sa place, comme la Russie essaie de trouver sa place. L'Afrique est le futur évident de l'expansion des développement économique du monde. Alors ce projet de loi de finances 2020, il est apprécié comment du côté de l'Istiqlal ? J'ai vu Nizar Baraka qui la semaine dernière a salé. Non, d'abord, une mise en point. Ouais. Je ne suis pas porte-parole du parti de l'Istiqlal. Je parle en tant que vice-président. De l'aile économique de l'Istiqlal. D'accord. L'Alliance propose, l'Istiqlal dispose. Très bien. Ah, c'est bien dit ça. C'est la vérité. Donc ce que dit Nizar Baraka n'engage pas l'Alliance des économistes, c'est ce que dit l'Alliance des économistes n'engage pas Nizar Baraka. L'inverse. Lorsque Nizar Baraka parle, engage l'Alliance. Et lorsque l'Alliance L'inverse n'est pas vrai. L'inverse n'est pas vrai, c'est normal. On va écouter l'Alliance des économistes avec Alain Meshkroun aujourd'hui. Alors, sur ce projet de loi de finances 2020. Oui, avec une réserve aussi, c'est que l'Alliance n'est pas encore... Elle va faire un point de presse la semaine prochaine, une dizaine de jours, et va exposer ses critiques. Ou c'est... Parce que vous avez fait les recommandations, c'était mi-septembre, et là vous allez faire les critiques. Qui n'ont pas été suivies, évidemment, mais en tous les cas, nous allons faire un point de presse où nous allons officiellement prendre position sur la loi de finances 2020 avec ses
ces articles, différents articles et différents éléments, sachant que on tiendra compte aussi des amendements qui sont en cours par le groupe parlementaire du parti. Donc il y a une logique et une chronologie, il y a un calendrier. C'est de la discipline. Non, mais c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Aujourd'hui, on est le 7 novembre 2019. On connaît les contours de ce projet de loi de finances 2020. Oui. Vous en pensez quoi, vous? On est déçus. C'est pas une surprise. Non. On est déçus politiquement. Il y a un volet politique qu'il ne faut pas négliger, c'est que, sincèrement, lorsqu'on parle de loi de finances, d'abord, c'est pas une loi isolée, c'est une loi, une troisième loi d'un gouvernement. C'est peut-être la quatrième loi de ce gouvernement et c'est peut-être probablement la dernière loi, la dernière chance. La finance avant les élections. Qui vont entièrement exécuter cette majorité. Enfin, en fait, cette nouvelle majorité parce qu'elle a été diminuée d'un parti politique. Il y a eu beaucoup de choses au niveau des orientations de Sa Majesté, de la demande de Sa Majesté de changer de structure gouvernementale. Et on a une nouvelle équipe et on avait espéré, on avait demandé, on avait insisté que le chef de gouvernement vienne au Parlement. Déclaration de politique générale. Oui, de dire sur les 24 mois qui me restent, voilà mes priorités, je ne peux pas tout faire, surtout parce qu'on constate qu'une loi de finances est liée à une déclaration de gouvernement, de départ, en 2016. Il y a une sortie de route. La sortie de route sur tout ce qu'il voulait faire et à nous amener en fin 2021, il ne va pas les atteindre, c'est clair. Là, il faudra peut-être faire les comptes en 2021, non? Oui, probablement, mais en cours de route, il était beaucoup plus sage et on va toujours continuer à attendre. Il devait venir dire, bon, voilà l'état de la situation. Voilà ma vision. Je ne peux pas tenir les engagements. Ça, c'est pour la forme. On est bien d'accord. C'est de la politique pour réconcilier les Marocains avec la politique. Nous avons un problème avec, tout le monde dit, il y a un problème entre... Il y a un décrochage. Oui. Donc il faut au moins essayer de sauver les meubles en disant, bon, voilà, j'essaye de mon côté en tant que chef de gouvernement de ramener le débat à ce que je peux faire pour avoir de la crédibilité, pour avoir de la confiance, pour avoir tout ce qui a manqué. Donc, ce souci politique n'a pas eu lieu. Il n'est pas venu, il a décidé de ne pas venir, et c'est dommage. Premièrement, ça c'est le collectif politique. Et sur le fond, sur ce qui a été présenté, en tout cas par Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie et des finances, la réforme de l'administration. Je suis partagé. C'est aussi une loi de finances, disons, où les chiffres on est sceptique au niveau des chiffres. C'est-à-dire projection de 3,7% de croissance en 2020. Oui. Est-ce que c'est ce chiffre-là? Moi, politiquement, en tant que personne, lorsque j'entends le ministre des Finances me dire je vais faire du 3 hors agriculture, ça me gêne énormément. Pourquoi? Parce que n'importe quel gouvernement, même sans gouvernement, le Maroc est capable de faire 3%. Et c'est même pas une prévision, c'est une prévision volontariste. C'est-à-dire, moi, je vais tout faire, le ministre des Finances vient me dire, je vais tout faire pour vous faire du 3% hors agriculture. C'est pas sérieux. Le chiffre me pose problème. Pourquoi il me pose problème encore au niveau chiffre? C'est que lorsqu'il dit je vais faire du 3,5, 3,7. 3,7 en 2020. Entre parenthèses, le ACP dit vous ferez 3,4. Vous savez qu'au Maroc, le taux de croissance est lié, c'est-à-dire pour l'instant, tant qu'on n'a pas changé de modèle de développement, est lié à l'investissement de l'État. D'accord? Lié à la demande. C'est les deux facteurs les plus importants. C'est-à-dire l'investissement public et la consommation. Or, et le diable est dans le détail, lorsqu'on va voir le budget qui est annoncé, bon, tout le monde dit, ah c'est bien, l'augmentation du budget global de l'État, entre l'État et les établissements publics, mais en creusant, on va voir 20 milliards d'investissements alternatifs. Ils appellent ça les financements innovants. C'est ça le terme employé par Mohamed Chaboun. L'an dernier, il y avait quoi? Il y avait 12 milliards d'investissements innovants. Rien. Sur les 12 milliards, il n'y a eu rien. On a gonflé la loi de 2019 par 12 milliards de dirhams qui n'ont pas eu lieu. On a refait le coup avec 20 milliards, sans préciser de quoi il s'agit. L'an dernier, on nous avait dit le port de Asfi. À la rigueur, il y avait un peu de contenu. 12 milliards n'ont pas eu lieu. Donc, mécaniquement, mathématiquement, si on gonfle artificiellement le budget de l'État qui sont liés à la croissance, c'est qu'on fera moins de croissance.
donc moins d'emplois. C'est gênant. Et le diable dans le détail, il nous sort un article 45, pour la première fois, en disant je prends et je vous fais voter cet article par ma majorité, qui me permet, en cours de route, de diminuer le budget de l'État de 15%. Il annonce déjà la couleur. Il est déjà pessimiste, en disant si ça marche pas ou si ça ne va pas comme il l'entend, il se dit bon, j'ai la possibilité, j'ai le levier. Oui, mais c'est pas un signal, permettez-moi de dire que c'est pas un signal rassurant pour les investisseurs, pour les opérateurs, en disant déjà, je pense à diminuer, déjà j'ai artificiellement gonflé le budget d'investissement, et je pense déjà à bloquer en octobre prochain le budget d'investissement. Ce qui a déjà été fait, par le gel de l'investissement public. Une fois. C'est pas une première. Mais moi, je regarde les signaux. Aujourd'hui, 2020, qu'est-ce qu'il m'envoie comme signal? Tout ça pourrait se discuter. Mais le plus important de notre côté, c'est la vraie question qu'on s'est posée. Est-ce que ce budget peut rétablir la confiance avec les opérateurs et les consommateurs? C'est la vraie question. C'est-à-dire que le budget général de l'État, tel qu'il est... Toutes les mesures. Pour la relance. Parce que c'est pour qu'il y ait relance, est-ce que c'est un budget de relance? Je dis non. Est-ce que c'est un budget avec ces mesures peuvent rétablir la confiance pour relancer l'acte d'investir du privé marocain et étranger? Ces questions-là à laquelle il faut répondre. Donc les questions restent, lorsque Mohamed Ben Chiaboun annonce, par exemple, une baisse de l'IS de 31 à 28, est-ce que pour vous, ça va dans ce sens? D'abord, concernant le secteur industriel. Oui. Bon, donc on est rentré dans le spécifique. Avant d'attaquer ce sujet-là, parce qu'il faut être global, on aurait aimé, et on nous avait promis et annoncé dans la presse, au Parlement, que la loi de finances 2020 allait venir après la loi de programmation fiscale, après la charte d'investissement, après la décentralisation. Tout ça était en chantier et devait être décliné sur la loi de finances 2020. Ce n'est pas le cas. On n'a pas vu la charte d'investissement. Elle est promise pour la fin de l'année. Oui. On met ça pour décembre. Oui, d'accord. C'est le cadeau de Noël. Comme monsieur le ministre de l'Industrie vient devant la CGM et dire « Je suis à ma 48e version », on aimerait comprendre. Qui bloque? Est-ce qu'il y a un problème dans la majorité? Est-ce qu'il y a des lobbies qui bloquent? On a le droit, les opérateurs, tout le monde a le droit de comprendre pourquoi il est à sa 48e version. C'est là où, lorsqu'il vient de me dire fin de l'année, il me l'a dit l'an dernier, il me l'a dit il y a 2 ans, on ne voit rien venir. Comment voulez-vous qu'on rétablisse la confiance si la charte d'investissement, qui est l'acte le plus important de la règle du jeu, pour rétablir la confiance et la stabilité dans les choses, ne viennent pas? Au niveau fiscalité, on fait du zigzag. On nous a promis une loi de programmation. Pourquoi? Pour les 3 S. Stabilité, simplicité, solidarité. Où est la simplicité? On ne va rien venir sur la loi de finances. La stabilité, il faut en parler. Comme l'an dernier, c'est stabilité fiscale et juridique. Oui, pendant au moins 5 ans pour que la règle du jeu, pour que la personne qui investit, c'est de la visibilité. Oui. Mais bon, c'est pas, on n'est pas les seuls à le dire. C'est pas ça. Wali Ben Kemreib, on ne peut pas accuser Wali Ben Kemreib d'être dans l'opposition. Il dit problème de confiance et de visibilité. C'est une autorité quand même. Donc, le gouvernement regarde ailleurs et fait un zigzag encore sur la fiscalité de l'export. L'an dernier, ils l'ont baissé à 17,5, cette année, ils le lèvent à 20. Comment voulez-vous qu'on comprenne quelque chose? 17,5 parce que ça n'a pas marché, et 20 parce que c'est pour revenir à des standards aussi, puis à des espèces de... Quel est le standard? Le standard, dans un pays souverain, il y a une loi de programmation fiscale, et cette loi, elle va établir le parcours de cette baisse, si baisse il y a, cette nouveauté qu'ils sont en train de nous vendre d'égaliser l'IS entre l'import et le local, tout ça, ça doit être discuté pour être décliné sur une loi de finances. On ne fait pas l'inverse. Sinon, les gens nous disent, bon, l'année prochaine, il va encore changer. D'ailleurs, sur ce point-là, l'Alliance, probablement peut-être le parti, va demander le report de cette fiscalité export qui jusqu'à ce que la loi de programmation soit discutée, votée, on demande le report.
report, c'est une suspension. Oui, le report de cette loi. C'est la position de l'ASMEX qui demande cette proposition fiscale soit gelée, oui, au moins pour 5 ans. Non. Après la loi de programmation. On pourrait aussi, j'allais dire, d'un ton accusateur, dire que l'Istiqlal aussi fait le jeu des lobbies. Parce que ceux qui sont à l'export, ceux qui sont à l'export profitent aussi d'appuis fiscaux depuis un certain nombre d'années. Oui, là, ils sont pénalisés. Tout le monde est pénalisé. La Casa Finance City est pénalisé. Tout le monde est pénalisé. On nous sort du chapeau les zones d'accélération. Ils sont pas plus, ce n'est plus des zones franches. Et comme par hasard, il faut changer le texte sur la régionalisation qui parle des 12 zones franches. Dans le texte de la régionalisation, il y a des mises à niveau à faire. Donc vous trouvez qu'en fait ce gouvernement et cette loi de finances, c'est le bricolage. C'est du bricolage. Il a besoin d'argent. Mais parce qu'on a besoin d'argent aussi. Oui. Nous avons besoin d'argent. Oui. On est bien d'accord. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'aussi quand mais tous les pays ont besoin d'argent. La fin de l'exonération fiscale sur l'export, c'est parce qu'aussi c'est pas la fin de la vers la fin en tout cas, enfin vers la convergence. Ça doit se discuter, c'est un modèle. Ils sont en train d'anticiper sur un modèle sur lequel le pays doit être d'accord. C'est la première fois qu'on nous dit que la fiscalité doit être sur le produire localement, on paie 20%, exporter, on paie 20%. Vous pouvez pas faire ça tout seul. C'est comme l'histoire de l'investissement alternatif. On nous sort du chapeau, en parallèle à la loi, ce n'est écrit nulle part, la caisse marocaine de retraite va acheter 5C. Et la caisse, elle a un conseil d'administration. Il y a des syndicats qui sont... Le président du conseil d'administration, c'est le ministre des Finances. Mais les membres, on peut pas lâcher des informations comme ça. Pourquoi ne pas faire un appel à manifestation d'intérêt? Pourquoi la caisse marocaine de retraite et pas d'autres? Pourquoi pas la CDG? On peut ouvrir le débat. Mais en tous les cas, c'est une décision souveraine du conseil d'administration. Il faut respecter au moins la forme. Mais Mohamed Metchaboun, en tant qu'aussi président du conseil d'administration de la SMR, peut aussi faire ce type de déclaration. Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas légitime pour le faire? Il peut proposer. Et dire demain, je vais aller au conseil d'administration proposer aux partenaires ce financement. Et en même temps, c'est quelque chose qui va prendre 6 mois. 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'il n'y a pas le facteur temps, ça ne se fera pas comme Oui, mais 2009. Par le temps aussi. Oui, mais 2009, il nous a dit 12 milliards. Où sont l'alternative? 2019. La loi de finances 2020, c'est 12 milliards de dirhams. Zéro. En tout cas, donc, grosso modo, vous êtes en profond désaccord avec ce projet de loi de finances, que vous qualifiez de bricolage. Mais en même temps, il y a le souci aussi, c'est peut-être, je pense qu'il va vite aussi, parce qu'il y a la question aussi du foncier public qui va être revu et corrigé, c'est-à-dire tout foncier public des grandes villes, en périphérie des villes, doit être entièrement et exclusivement dédié à l'investissement productif. J'allais dire, c'est limite révolutionnaire, ça. Parce que tout le monde, ça fait des années, c'est pas vous que je vais le dire. C'est des effets qu'on parle de foncier, de problématiques d'accès au foncier. Je vous l'accorde. De cherté du foncier, je vous l'accorde. La première barrière. Est-ce que vous savez ça? Attendez. La première barrière à l'investissement, à la compétitivité de l'investissement industriel productif au Maroc, c'est le foncier. Et non pas la fiscalité. Et pas la fiscalité. Ça, on le dit pas suffisamment. On le dit pas suffisant. Voilà. Le deuxième barrière, c'est la formation. La troisième, c'est le financement. On reste sur le foncier. Est-ce que là, vous saluez le propos qui a été, l'annonce qui a été faite par le gouvernement, par le ministre de l'Intérieur, qui a animé conjointement avec le ministre de l'Économie et des Finances une conférence face au patronat, en disant voilà, dorénavant, le foncier public sera entièrement dédié à l'investissement productif. En tout cas, le foncier public qui est autour des grandes villes. En tous les cas, nous avons entendu cette déclaration. Elle n'est nulle part au niveau de la loi de finances. D'accord? Mais on ne peut pas s'accommoder d'une déclaration du ministère de l'Intérieur, avec tous mes respects. Il nous dit, et qu'est-ce qu'on fait de l'Omran, et qu'est-ce qu'on fait de la CGI, qu'est-ce qu'on fait de tous les opérateurs de l'État qui font du foncier pour la péréquation de l'habitat social? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On oriente, il dit simplement, dorénavant, il interdit les CRI de délivrer des dérogations. Oui. C'était dit noir sur blanc. Oui. Donc voilà. Donc, est-ce que là, on est en phase de transition aussi avec le... Mais les séries vont être installées, ils vont commencer à travailler sans visibilité parce qu'ils n'auront pas la charte d'investissement. Localement, est-ce que cette charte d'investissement va être déclinée par des spécificités locales? On n'en sait rien. Certainement. Puis lorsqu'on dit que le CRI,
qui normalement, sur le texte, on comprenait que toutes les dérogations relevaient du CRI. Maintenant, on nous dit les CRI ne toucheront pas les dérogations au niveau immobilier, habitat, mais qui va le faire? Les villes qui n'ont pas de plan de développement, il ne faut que de dérogations. Si on déplace cette prérogative du CRI, il faut qu'ils nous disent chez qui elle atterrit. Chez le gouverneur, non? Mais je n'en sais rien. C'est possible. Tout est possible. En attendant. Ça peut être le ministère de l'Habitat qui retrouve ses anciennes prérogatives. Mais globalement, en tous les cas, on peut pas se contenter de déclarations ponctuelles. Pour vous, c'est que du déclaratif pour l'instant. C'est des intentions. Mais c'est pas, des intentions qui méritent plus d'informations. Dans un pays comme le nôtre, quand le ministre de l'Intérieur annonce ce type de choses, ça a du sens. C'est lourd de conséquences. En termes d'impact et de conséquences. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que la démonstration soit complète. Il faut que les opérateurs, encore une fois, n'aient pas juste une tête de chapitre. Il faut de quoi on parle, quels sont les détails, pour pouvoir se positionner sur une proposition qui peut-être est positive, peut-être qu'il faut l'amender, peut-être qu'il faut l'améliorer, peut-être sur laquelle on peut donner notre avis. Mais on ne peut pas nous demander, sur une déclaration, à la CGM, du ministre de l'Intérieur ou du ministre du Commerce, de l'économie des finances, de réagir à chaud. On n'est pas dans le buzz, on n'est pas dans on commente pas. On n'est pas des commentateurs, on est des gens qui réfléchissent par rapport à un texte qui est écrit, qui est proposé, qui doit être amendé. En tout cas, vous saluez quand même le fait que dorénavant le foncier public étatique mobilisable sera beaucoup plus pour l'investissement productif. Oui, mais il faut que ce soit au prix permettant d'être compétitif. On ne peut pas, au prix auquel les zones industrielles demander à l'industrie d'être compétitif lorsqu'il doit amortir des milliards d'abord sur le terrain. Ce n'est pas possible. Sauf que là, ce sera, si effectivement c'est fait et que c'est mis en pratique, ça va éviter la spéculation et ça va éviter d'avoir une cherté du foncier qui faisait. Mais il est déjà très cher. Parce qu'il était rare. Parce qu'il y en aura beau. C'est la rareté qui faisait la cherté. Non, c'est pas la rareté. Il y a des zones industrielles vides. Mais dans les régions qui peut-être économiquement ne sont pas suffisamment dynamiques. Non, le prix est trop cher. Les étrangers arrivent, les Marocains veulent investir sur l'industrie. Il fait ses calculs, le prix ne peut pas être amorti pour être compétitif, alors que nous sommes ouverts dans le cadre des accords de libre-échange avec 55 pays. Comment voulez-vous qu'il soit compétitif? Donc il ne suffit pas de mobiliser, il va falloir aussi revoir l'acquisition, les formules d'acquisition. Achat et location. Achat et location. Mounahfed avait un bon projet au départ. Lorsqu'il est arrivé, il avait dit beaucoup de choses sur les nouvelles zones avec des acquisitions différées, avec plusieurs modèles. Ça existe partout dans le monde. On peut pas acheter le terrain à 2 milliards avant de commencer à construire l'usine. C'est pas possible. On n'est pas compétitif. À la fin, vous dites en fait clairement, il suffit pas de mobiliser. Non, mobiliser c'est bien. L'État sait mobiliser le terrain. Mais la rentabilité du foncier, c'est la deuxième phase, c'est une vision purement économique. Sur l'amnistie fiscale aussi, est-ce que vous saluez ou pas? C'est la deuxième en 3-4 ans. Je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de débats houleux au sein de l'Alliance. Et on est sorti par une conviction. D'abord, c'est la première fois qu'il y a plusieurs amnisties en même temps. Il y a des amnisties qu'on ne comprend pas. L'amnistie, par exemple, des gens qui ont des capitaux à l'étranger, des biens à l'étranger, 4 ans après, on recommence. Photocopie, coller-copie. Oui, parce qu'il y a eu des résistants. Donc il y a des poches de résistants. Oui, mais désolé. On a dit aux résistants, nous allons sanctionner. Ils n'ont pas sanctionné, ils reviennent. Ils auraient pu au moins changer ce qui n'a pas marché, des sanctions plus importantes, pourquoi ça n'a pas marché, améliorer l'offre, etc. On peut pas faire un copier-coller et dire non, c'est la dernière des dernières. Et Casablanca, la dernière des dernières avant la sanction. Oui, mais la dernière des dernières, Casablanca dit jamais 203. Il y a l'idée de l'amnistie n'est pas haram, mais si elle répond à un objectif structurel. Si je fais une amnistie parce que je vais transformer, je prends un exemple. L'an dernier, ils ont changé la fiscalité de l'immobilier, des locataires, entre locataires et bailleurs. S'ils avaient amené en même temps le texte pour améliorer la relation de droit entre le bailleur et le locataire, le propriétaire et le locataire, et s'ils avaient
amener cette amnistie l'année dernière, ça a du sens, parce que je change de règle, je passe à autre chose, c'est structurel, je restructure. L'amnistie est nécessaire lorsqu'on restructure quelque chose. Puis il y a des choses qui sont gênantes. Quand on prend l'amnistie sur l'hier, écoutez bien ce que je dis, parce que le diable est toujours dans le détail. À la rigueur évidemment, il faut que ça soit structurel, devrait avoir un objectif de faire rentrer l'informel dans le formel, etc., etc. Quand on efface les majorations, à la rigueur, c'est correct. Mais quand on efface le principal, la première fois au Maroc, on va effacer le principal. C'est-à-dire qu'on éponge tout. Pas seulement les majorations bien, ce que vous n'avez pas déclaré, vous payez, le dû. Non, le dû. Vous payez 5%, même le principal est effacé. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous trouvez que c'est un cadeau en fait? On commence... C'est trop gros pour être vrai. Non, mais c'est pas trop gros. C'est un signal en disant qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce qu'il y a vraiment une alerte rouge sur... Non, mais c'est de se dire aujourd'hui, il faut en finir aussi avec ça. Il faut en finir aussi avec les 180 000 entreprises qui se déclarent en faillite chaque année. Donc il faut trouver aussi des solutions. Oui, donc, et donc ça veut dire aussi que quand on a... Vous savez, la confiance, c'est la perception des choses. Vous ne pouvez pas faire l'économie d'analyser la perception des opérateurs. La confiance, c'est difficile à regagner. C'est facile à perdre, et on l'a perdu dès 2011-2012 avec l'équipe Ben Kiran, etc. Et il faut la reconstruire, c'est morceau par morceau. Et les amnisties fiscales, pour vous, c'est pas une manière aussi de pouvoir reconsolider le lien de confiance? C'est fait aussi dans ce sens, je pense. Ça doit être fait par rapport à une restructuration d'un secteur. On ne fait pas d'amnistie de façon aveugle, parce qu'on a besoin d'argent. Non. L'amnistie, si elle restructure un secteur, une loi significative, oui, pourquoi pas, on peut repartir à zéro correctement sur des changements structurels. Troisième aspect sur lequel je voulais vous interpeller sur le projet de loi de finances 2020, ça aussi c'est en marge du projet de loi de finances 2020, mais je sais que c'est quelque chose aussi auquel l'Alliance accorde un intérêt particulier, c'est sur la dette, l'endettement. Et le fait, parce que c'est l'actualité, le 18 novembre prochain, c'est-à-dire pas lundi prochain, mais lundi d'après, Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration, a annoncé qu'il allait se rendre... À la réforme de l'administration et des affaires générales. Et des affaires générales, parce qu'il n'y a plus de ministère des affaires générales. Oui, pour nous, c'est dommage, parce que c'est le cabinet du chef du gouvernement qui préparait les arbitrages. Ou qui était censé préparer les arbitrages. Qui était censé préparer les arbitrages. Plutôt. Mais donc, Mohamed Ben Chaboun qui annonce une sortie à l'international le 18 novembre prochain. Oui. On va encore lever... 1 ou 2. Oui. 1 ou 2 milliards. Exact. 10 ou 20 milliards. C'est extraordinaire, hein? C'est beaucoup pour vous? Non, ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. On a besoin de tout. Ouais, on a besoin les CHU, c'est une opération qui pourrait générer 4 ou 5 milliards dirhams pour les caisses de l'État. On me reprochera, d'abord, ouais. on peut reprocher au ministère des Finances une chose. C'est pas le principe de lever. Le principe, c'est que lorsque ce gouvernement a pris la confiance au niveau du Parlement, il nous a dit, à fin de mandat, je vais être à tel taux de dette. Il sera 10 points supérieur à l'arrivée. On va finir à combien, à votre avis? On va être autour de 90? Ouais. 98? Probablement, en étant gentil, parce qu'il y a aussi dette et dette, il y a des dettes qui sont cachées. Oui, aujourd'hui, personne ne peut nous répondre sur le remboursement de TVA. Crédit TVA sur ces fameux 40 milliards. Oui. On est où? C'est en cours. Ah oui, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais c'est pas possible de continuer. Certains disent qu'il y a 5, 6, 7 milliards de dirhams qui ont déjà été remboursés. Oui, mais on ne sait pas. Et normalement, c'est une dette. Vous souhaiteriez, vous, que l'État rembourse? Rembourse. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est pas ça. Ce qui me gêne, en étant un peu populiste, c'est que lorsque je prends la croissance, c'est-à-dire la richesse que chaque année le Maroc gagne, c'est 30 milliards. 3%. C'est-à-dire le solde net. Oui, le pays s'enrichit de 30 milliards. À votre avis, les intérêts de la dette, je ne parle pas du principal, les intérêts de la dette égale à 30 milliards. Donc je fais de la croissance pour rembourser ma dette. Ouais. Et sachant que comment voulez-vous que je répartisse? Tous les ans, je dépense 2 fois plus que ce que je gagne. Comment voulez-vous que je fasse de transfert social? Comment voulez-vous que sinon par la dette? Donc on tourne en rond. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne crée pas assez de richesse. Point barre. Est-ce qu'on ne crée pas assez de richesse? Est-ce que l'urgence, c'est pas de réfléchir à comment rentabiliser la dette et l'emprunt?
Oui, mais ça les fonctionnaires de Est-ce que c'est pas ça qu'ils savent? Ils savent optimiser la dette, ils savent renégocier la dette. Tout ça se fait tous les jours. Ce n'est pas ça. Au niveau structurel, je ne crée pas assez de richesse pour rembourser mes dettes et pour faire des transferts sociaux suffisants. C'est tout. Et donc, ça se résume à ça. Si je roule pas à 5 hors agriculture, je n'avance pas. Et il y a des propositions concrètes pour de l'Alliance et des économistes israéliens pour renouer avec des niveaux de croissance à hauteur de 5%. Nous sommes dans notre rôle, nous préparons l'alternative pour 2021. Quand vous avez salué, par exemple, l'augmentation des salaires des fonctionnaires, ça a creusé les finances publiques. Nous avons salué le rattrapage relatif d'une perte de pouvoir d'achat de 20%. On a calculé la perte de pouvoir d'achat. Les salaires des salariés du privé. 20%. Et on a donné des exemples, on les a chiffrés, branche par branche, dépense par dépense, en disant les Marocains ont perdu 20%. Il s'agit de faire un rattrapage, et le rattrapage a eu lieu pas de façon suffisante. En tout cas, le rattrapage a eu lieu pour les fonctionnaires, pas pour les salariés du privé. Oui, une petite augmentation pour le SMIC. Et alors qu'en même temps, même si c'est Nizar Baraka et c'est pas l'Alliance des économistes, a fait une déclaration la semaine dernière en disant: je regrette que dans son projet de loi de finances 2020, il n'y a rien pour la classe moyenne. Absolument. Il n'y a rien pour soutenir le pouvoir d'achat. Absolument. On revient à un geste significatif sur l'IR. Oui. C'est le moindre des choses. Et on revient sur notre proposition phare qui touche le panier de la ménagère, qui sont les frais de scolarité. Les frais de scolarité à déduire de l'impôt. Oui. Imagine un seul instant que Mohamed Ben Chaboun opère à la fois à la baisse de l'IS, à la baisse de l'IR, et aille emprunter de l'argent sur les marchés internationaux. Non, là, ça serait pas le zigzag. On nous prendrait pour un pays complètement fou. Oui. On est bien d'accord. Non, mais donc, scénario improbable. Oui, non, mais il y a une dynamique aussi. Lorsque vous baissez l'IR, vous augmentez la consommation, et on peut se retrouver. Vous augmentez les recettes de la TVA. Est-ce que c'est mécanique, ça? Oui, bien sûr. Je redonne un peu de pouvoir d'achat, je relance la consommation, et ils consomment des produits importés. Mais pas que ça. On n'a jamais dit relancer la demande simplement. On a un projet complet qui se tient, qui a une cohérence. En tout cas, le projet complet, simplement juste parce que malheureusement on est pris par le temps, c'est toujours passionnant de débattre avec Yann Meshkroun, c'est qu'il faut les besoins de notre économie en matière de financement, c'est grosso modo, bon an mal an, autour de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 100 milliards de dirhams chaque année. Un peu plus, oui. Mais déjà, si on en a 100, c'est pas mal. Est-ce que l'Alliance des économistes israéliens sait comment on peut trouver annuellement 100 milliards de dirhams pour financer notre économie et donc financer notre croissance sans avoir recours à l'emprunt, à la dette? Il y a des projets de la finance que vous avez qualifiés tout à l'heure de chaotique ou en tout cas de bricolage. Bricolage. Non, l'Alliance travaille. Vous savez, il y a une problématique, pour être honnête. Aujourd'hui, on ne travaille plus sur 2019. On travaille sur 2021, premièrement. Parce qu'il faut préparer la position. L'offre politique alternative économique du Parti Istiqlal, on va la proposer au comité exécutif, etc. Notre problématique, c'est dans quel état on va trouver le pays en 2021. C'est ça mon problème aujourd'hui. C'est sur ces indicateurs. Mais comment vous l'avez trouvé en 2011 ? 2011, on sortait d'une crise très grave. Non, juste restons. Non, ne me remettez pas d'explosion, mais restons sur la situation me posez une question. Des indicateurs financiers et économiques en 2011. Vous pouvez m'inviter pour 2011, je viendrai faire se dire. Non, aujourd'hui, on travaille. Je vous dis, on travaille sur 2021, c'est notre priorité. On n'a pas le rétro derrière pour voir en 2011. 2011, c'est un passage spécifique par rapport au 20 février, par rapport à tout ce qui aurait pu se passer, etc. On peut refaire l'histoire. 2021, on est en train de calculer dans quel état on va retrouver. Nous, on va se présenter aux élections, on va faire des promesses. Maintenant, dans quel état on va trouver le pays 21 pour être crédible. En tout cas, vous ne trouverez pas le pays avec 7% du déficit budgétaire. Ça se discute. Ce qui était le cas en 2011. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. C'est pas 3,5. En tout cas, la prévision, c'est 3,5. Un déficit, c'est le cumul du déficit qui donne la dette. Oui. Donc, c'est pas un chiffre fin 2021 sur lequel je me base. C'est sur le total, la somme des déficits qui me donne telle dette. En tout cas, c'est intéressant. Avec cette dette-là, avec ce déficit structurel, qu'est-ce que je vais pouvoir, pour être crédible, les Marocains ont besoin pas de promesses farfelues.
On ne va pas leur dire demain, on rase gratuitement. De promesses sensées. Censées être tenues par une certaine majorité. Parce que là, il faut parler de majorité. Qu'est-ce qui se passe dans cette majorité? Le RNI est malheureux dans cette majorité. Demain, on veut une majorité heureuse. On veut des partenaires. Aziz Akhannouch qui retrouve le sourire, c'est ce que je veux dire. On parle parti. On parle, on parle de référence au RNI. Je ne fais pas de référence. Le RNI aura un bilan. Il a géré pendant des années les secteurs productifs, les finances, le commerce et l'industrie, l'agriculture. Il a un bilan. Il va présenter son bilan et ses alternatives. Nous, on travaille, je vous le dis, on travaille sur 2021 tranquillement, mais la problématique, c'est vrai qu'il faut se projeter sur dans quel état on va trouver le pays. Dans quel état financier? Simplement juste pour reprendre 3 chiffres, 3 indicateurs par rapport à 2011, même si vous avez dit le contexte était particulier. En 2011, en tout cas, parce que je rappelle qu'après 2011, l'Istiqlal faisait partie du premier gouvernement Ben Kaidan 1. D'ailleurs, c'est le 7%. Le Nizar Baka était à l'époque ministre de l'économie et des finances. 7% de déficit. On aurait fait 910 milliards de déficit commercial et 3 mois de réserve en devise. Parce qu'en 2021, vu la crise dans laquelle on a traversé, s'il fallait faire 10, on aurait fait 10. De déficit. Oui. Mais est-ce qu'en 2021, vous n'avez pas trouvé 10? Non. Vous n'avez pas trouvé 7 non plus? Non, non. Vous avez trouvé 4 ou 4,5? Oui, mais en cumulé, on sera à 90% de dette. Donc ça veut dire que si voter pour l'Istiqlal en 2021, si la situation et les indicateurs, comme vous dites, sont mauvais, c'est pas la peine, parce que ce que vous allez dire, vous n'allez pas le faire. Non, au contraire. Au contraire, je vous dis qu'en fonction de la situation qu'on va trouver, on va faire des promesses réalistes. On va mobiliser. S'il y a de l'argent, vous direz il y a de l'argent, on va faire. S'il n'y a pas d'argent, vous allez dire non, c'est pas promettre, parce que ce n'est pas un problème d'argent. On peut trouver, d'abord, avec l'argent qui existe, on peut faire mieux, beaucoup mieux. C'est un problème de gouvernance. Nous sommes convaincus qu'avec les mêmes sommes, on peut faire mieux. C'est une conviction qu'on a. On a la conviction que si en arrivant en 2021, on rétablit rapidement la confiance avec les opérateurs et l'investissement étranger, il y a une dynamique qui s'installe qui nous permet de, même en prenant de la dette, la rendre utile et productive, parce qu'il y a de la dette qui est utile et il y a de la dette qui n'est pas utile. Donc, nous, on s'inscrit dans cette démarche. Nous allons proposer, faire en tous les cas, on va dire, voilà, nous... C'est l'économique. Oui. Donc il faut attendre 2021 pour ça? Non, on l'annoncera avant. Faites vite parce que... Sachant que l'année 2020 va être aussi... va être sympa à suivre l'année 2020. Oui, non, il y aura moins d'économies. Il y a beaucoup de politique en 2020 parce qu'il y a le code électoral, le découpage électoral, le vote obligatoire, pas vote obligatoire. Il y a un débat sur les élections, parce que les élections, c'est juin 2021. Les premières élections municipales. Oui, parce qu'en 2021, effectivement, il n'y a pas que les élections législatives. Absolument. Il y a les élections municipales, les régionales. Il y a trois rendez-vous électoraux. Oui, absolument. Avec bien sûr, on l'espère aussi, la reddition des comptes et que chaque responsable public et politique aussi dise ce qu'il fait et rende compte aussi aux citoyens. Oui. Merci en tout cas à vous, Hanan Benchkroun. Merci beaucoup pour votre accueil et vos questions pertinentes. Hanan Benchkroun et belle journée à vous. Merci beaucoup.